Bonjour à vous tous. Donc, le pôle métropolitain du Sillon-Lorrain s'est emparé dès le début de l'année du sujet de l'hydrogène en organisant un premier webinaire en juin. Et donc, il nous a été demandé de travailler sur une série de compléments thématiques sur l'ensemble de la chaîne de valeur hydrogène. C'est pourquoi nous avons donc élaboré ce programme en lien avec la région Grand Est, avec les réseaux Dynamise et France Hydrogène, ainsi que le pôle métropolitain frontalier, puisque notre sujet aujourd'hui traitera donc de la production d'hydrogène vert sous deux aspects. Le premier, donc, avec M. Jean-Marc Léonard, que je remercie de sa présence, qui est directeur général de H2V. Il se présentera, ainsi que la société, que les sociétés qu'il dirige. Il présentera un projet avancé de construction d'une grosse unité de production d'hydrogène vert, notamment sur Saint-Avold, mais aussi sur d'autres projets en Lorraine qu'il pourra présenter tout à l'heure. Aussi, Monsieur Le Goïc, qui représente le groupe Hafner Energy, qui a développé un procédé, le procédé INOCA, de production d'hydrogène par thermolyse de biomasse. Dans nos territoires, ça nous intéresse beaucoup. Aussi, une station de production d'hydrogène vert vient d'être construite à Strasbourg. Elle est déjà opérationnelle. Il nous la présentera donc dans un deuxième temps. Monsieur Léonard, je vous propose de vous laisser la parole. Bonjour à vous et vous avez la parole. Merci aussi aux Lorrains aussi de nous avoir donné l'occasion de présenter ce projet qu'on a appelé H2V Warn-Naborien, qui est la région où le projet va se passer. La présentation sera en 2 temps. Je vous ferai une très brève présentation de la société, c'est un slide maximum. Ensuite, Romain, que je n'ai pas encore vu dans les invités, va brièvement introduire Gazelle, qui est notre partenaire sur ce projet, hein. Donc c'est un projet commun avec Gazelle Énergie, qui est bien connu en Lorraine. Et ensuite, on rentrera dans le vif du sujet sur le projet. Alors H2V, qui sommes-nous? Vous voyez sur l'organigramme, H2V, c'est une société qui a été créée en 2016, qui d'emblée s'est donné comme objectif de construire des usines de production massive d'hydrogène vert. Vert, alors si je prends la terminologie actuelle, on dira plutôt renouvelable, c'est-à-dire fabriqué par électrolyse à partir d'électricité d'origine renouvelable, éolien, solaire, voire hydraulique. Donc, pour ceux qui connaissent un peu l'hydrogène, en 2016, c'était un petit peu un pari fou parce que l'hydrogène était très peu connu. Il n'existait pas encore dans le code de l'environnement français puisqu'on parlait d'autres gaz industriels sans le nommer. Le plus gros projet mondial qui était en activité à l'époque, c'était 2 projets en Allemagne qui faisaient 6 mégawatts. Et la capacité mondiale de production d'électrolyseurs était entre 100 et 200 mégawatts. Donc, il fallait être un petit peu osé en 2016 pour se lancer dans des projets de cette envergure. C'est néanmoins ce que nous avons fait. H2V fait partie, par contre, tout en étant une start-up, d'un groupe qui s'appelle Samfi Invest, qui est un groupe 100% français, un groupe, comme son nom l'indique, d'investissement. Et je n'ai représenté que sur ce slide les activités de Samfi qui ont un rapport avec l'hydrogène, puisque Samfi, en fait, est présent sur toute la chaîne de valeur de l'hydrogène, depuis la production d'énergie renouvelable via ses filières Sam Solaire, qui a quand même développé à peu près 500 mégawatts de panneaux solaires, la filière Sam Wind, qui est la suite de Saméol, qui au total a développé à peu près 800 mégawatts à ce jour d'énergie éolienne. H2V, qui au moment où je vous parle, gère un projet de projet hydrogène d'à peu près 3 gigawatts, c'est-à-dire 30 unités de 100 mégawatts. Nous avons également créé en 2020 une société qui s'appelle Distri, dont la vocation est de développer un réseau de stations-service hydrogène, et vous verrez dans la présentation le rapport avec H2V. Et nous avons toujours dans notre giron les transports Malherbe, qui sont quelque part à l'origine du groupe il y a 25 ans, hein, puisque Samfi Invest est une émanation des transports Malherbe, qui aujourd'hui représente une flotte de 1400 camions
de 40 tonnes et plus, et qui, dans sa catégorie, est quand même le 3e acteur français. Donc, on a une expertise sur toute la chaîne de valeur, et au-delà de l'expertise, ça nous permet d'avoir une bonne connaissance des business models et des intérêts des uns et des autres, notamment quand on parle de transport. On sent bien, nous, la pression des clients pour passer à des énergies plus vertes que le diesel et l'essence. Et en même temps, on a une assez bonne vue de comment fonctionnent les transporteurs et ce dont ils ont réellement besoin, que ce soit en termes d'autonomie ou en termes de coûts. Alors, on s'est lancé en 2016 dans un certain nombre de projets. Vous avez là sur la petite carte un certain nombre de projets qui sont des projets qui sont connus parce qu'on les a publiés dans la presse. Comme je vous ai dit, on a un pipe d'à peu près 3 gigas. Donc, il y a d'autres projets sur lesquels nous travaillons que nous n'avons pas encore rendus publics. Historiquement, les 2 projets qui ont démarré en 2016, c'est H2V Normandie, donc situé sur le port du Havre, et H2V 59, situé sur le port de Dunkerque. Ce sont des projets, chacun à 2 unités de 100 mégawatts. Ceux qui ne sont pas habitués à parler en mégawatts, une unité de 100 mégawatts, c'est 14 000 tonnes d'hydrogène par an. Sachant que la consommation française, d'après les derniers chiffres, est à peu près de 700 000 tonnes aujourd'hui. Donc ça donne une taille de ces unités par rapport au marché. Le projet H2V Normandie est très avancé, puisque nous venons tout juste de finir l'enquête publique. Donc nous avons fait tout le... Alors, je ne sais pas si la présentation sera transmise ou pas, je n'ai pas de souci. J'ai mis en annexe une page spécifique à ce projet. Donc l'enquête publique s'est terminée avec un rapport favorable du commissaire enquêteur. Il n'y a eu que 6 questions, ce qui est plutôt remarquable, sachant qu'on avait fait avant ce qu'on appelle une concertation préalable. Donc c'est une nouvelle disposition légale obligatoire pour des projets de cette ampleur-là, qui a duré à peu près 6 mois, qui avait également généré un certain nombre de questions auxquelles on a répondu. Et ce qui fait que l'enquête publique, en fait, s'est soldée par seulement 6 questions. Et encore 6 questions, c'est 2 demandes d'embauche, 2 félicitations et 2 questions complémentaires. Ce projet-là, donc, a de bonnes chances d'obtenir les autorisations d'exploiter prochainement. Le CODERST, en fait, est la semaine prochaine. Pour ceux qui connaissent les procédures d'autorisation environnementale, c'est l'avant-dernière étape avant la validation par le préfet ou le sous-préfet. Par contre, à l'heure où je vous parle, vous avez pu voir dans la presse également que ce projet a été intégralement cédé à Air Liquide. Donc, ce n'est pas H2V qui construira l'usine, c'est Air Liquide qui prend le relais. Le projet H2V 59 en est pratiquement au même stade de développement. Nous avons encore quelques questions complémentaires à remettre aux autorités environnementales et ce qu'on fera avant Noël. Et nous espérons repasser en comité national de la protection de la nature en février pour normalement une enquête publique qui pourrait démarrer juste après, c'est-à-dire sur février-mars. Donc les projets ont démarré en même temps. Il y a eu un peu plus de questions sur Dunkerque que sur la Normandie, ce qui explique le petit décalage. Et dans la foulée, nous avons lancé un certain nombre de projets sur Pardises, qui est à côté de Lac, sur Fos, sur le futur port de Vigneux, en collaboration avec Aropa, port de Paris. On a annoncé très récemment le projet H2V Fessenheim, qui sera tout proche de l'ancienne centrale, et donc le projet H2V Warnes-Naborien, en collaboration avec Gazelle Énergie, dont je vais parler un petit peu plus en détail tout à l'heure. Alors, la destination de l'hydrogène, c'est un point important. Si vous regardez les implantations des unités H2V, de celles qui sont sur la carte et les autres, la finalité ultime de notre business model, c'est bien la mobilité. Quand je dis mobilité, je parle surtout de la mobilité lourde. Donc, je parle des camions, je parle des bus, des trains, quand il y a possibilité de mutualiser, des bateaux, en tout cas au moins du trafic fluvial et une partie du trafic maritime, et avant cela, tout ce qui roule sur les ports. Et bien entendu, je parle aussi de la mobilité aéroportuaire,
et là aussi en 2 étapes. D'abord, tout ce qui roule sur les aéroports et en espérant que Airbus réussisse son challenge de l'Airbus à hydrogène en 2035, bien sûr, tout ce qui vole. On a un autre sujet qui est l'injection dans les réseaux. On en parlera aussi dans le cadre du projet, mais qui aujourd'hui est un débouché qui est moins soutenu par les autorités, mais qu'on n'éliminera pas. On continuera de regarder ce point-là. Donc tous les sites que nous avons sont quasiment systématiquement adossés à une industrie qui est aujourd'hui déjà utilisatrice d'hydrogène. Je pense aux raffineries, par exemple au Havre ou à Fos, où on pourrait relativement techniquement facilement passer de l'hydrogène gris utilisé aujourd'hui au vert. C'est une question simplement économique, il n'y a pas de challenge technique. Soit des industries potentiellement consommatrices d'hydrogène, et là je parle plus spécifiquement des aciéries. C'est le cas à Dunkerque, où il y a la plus grosse aciérie d'Europe avec Arcelor. Mais c'est aussi le cas de H2V Warnenaborien, puisque de l'autre côté de la frontière, vous avez Saarstahl Dillinger-Hütte, qui va consommer peu ou prou 70 à 80% de la production prévue dans notre usine. Si Romain nous a rejoint, je lui passe la parole pour faire une brève introduction de Gazelle Énergie. Oui, bonjour à tous. Excusez-moi du retard. Je ne sais pas si vous me voyez. En tout cas, je suis ravi de participer à cette présentation. Donc, Gazelle Énergie, nous sommes un producteur d'électricité et aussi un consommateur d'électricité et de gaz en France. On fait partie du groupe énergéticien qui s'appelle EPH, qui est un des plus grands groupes d'énergie en Europe. Et l'activité de notre entreprise, c'est qu'on se prépare à la fermeture des tranches charbon de nos centrales thermiques d'Émiluché à Saint-Avold et de Provence sur la commune de Gardanne-Meyreuil. Et donc, ces fermetures annoncées accélèrent un peu la transition de notre entreprise d'un producteur d'électricité thermique traditionnel vers un producteur d'énergie multi-énergie et renouvelable. Et donc, ces 2 centrales, donc à Saint-Avold et à Gardanne-Meyreuil, on a l'ambition de les redévelopper et de réindustrialiser en faisant des plateformes industrielles plug and play, c'est-à-dire qu'on prépare l'arrivée de nouveaux projets sur nos centrales pour après pouvoir leur fournir des utilités vertes parce qu'on veut garder notre identité et notre ADN d'énergéticien. Je me permets, c'est à quel horizon ces transformations Alors, la fermeture du charbon, c'est mars 2022. Donc, sur Provence, la tranche est à l'arrêt depuis quelques temps pour des raisons plutôt techniques et sociales, mais on va dire plutôt techniques, et elle ne redémarrera pas. Par contre, sur Saint-Avold, la tranche 6 de Émiluché fonctionne aujourd'hui, est connectée au réseau et s'arrêtera en 2022, fermant définitivement le chapitre du charbon en Lorraine et en Moselle. Donc, c'est vraiment un des derniers du charbon. Donc, l'enjeu pour nous, c'est de réindustrialiser rapidement pour permettre une transition dans la plus douce possible, on va dire, pour nos employés et pour l'écosystème autour de nos centrales. Donc, on a des projets à horizon 2023-2024 et d'autres projets à horizon 2026-2030. On va en parler. Merci de ces précisions. Donc, sur le slide suivant, justement, aujourd'hui, on va plutôt parler du site Émiluché, qui est, comme je l'ai dit, un site emblématique en Moselle et en Lorraine. Les tours, quand on prend sa voiture et qu'on est sur la 4, on voit les tours d'assez loin. Donc, aujourd'hui, le site, il date des années fin 40, début des années 50. 600 MW aujourd'hui en production. C'est un site industriel Seveso qui a des accès logistiques de rail et qui a toutes les utilités nécessaires pour faire des projets industriels. Donc, c'est un site qui a du potentiel de développement. Il y a du gaz, il y a de l'électricité haute tension, là de minéralisé, il y a de l'air comprimé, il y a de l'oxygène, il y a de l'azote. Tout est là et le foncier est là pour faire des beaux projets d'énergie. Donc, justement, ces projets, sur le slide suivant, on va les voir rapidement. Donc, aujourd'hui, vous voyez là, à gauche, le site tel qu'il sera en 2024. En 2024, c'est vraiment très, très tôt. Pour refaire des projets industriels en France, c'est quand même compliqué. Jean-Marc a parlé des instructions et des études environnementales. C'est des choses qui sont nécessaires, mais qui prennent du temps.
Et en 2024, notre ambition, c'est déjà d'avoir une partie des premiers projets en opération. Donc, on va commencer par la construction d'une chaudière biomasse de 20 MW pour alimenter en chaleur renouvelable à la fois nos futurs industriels, mais aussi les industriels de la plateforme. On va accueillir un premier industriel de la biochimie qui va s'implanter justement dans cette cadre de plateforme plug and play, plateforme industrielle, et une station de traitement des eaux, et un premier projet d'hydrogène qu'on a appelé Emily, pour lequel on a déposé un dossier écosystème territoriaux à l'ADEME. Ce premier projet permet d'amorcer la filière de l'hydrogène pour adresser les usages locaux de l'hydrogène et de préparer l'arrivée du projet grande échelle qu'on développe avec H2V. Et à droite, vous avez la vision long terme, où là, on a en effet la production d'hydrogène à grande échelle pour injecter dans le mosaïque, et éventuellement à terme aussi la possibilité de produire du méthanol avec du CO2 capté de la centrale biomasse. Voilà, donc pour conclure sur Gazelle Énergie, on a rapidement identifié l'hydrogène comme un axe majeur de développement sur nos centrales, parce que les centrales thermiques charbon, les anciennes centrales thermiques charbon rassemblent vraiment tous les ingrédients nécessaires pour faire de l'hydrogène à grande échelle et j'ose dire à moindre coût par rapport à un développement, ce qu'on appelle greenfield, c'est-à-dire sur un terrain vague ou terrain non viabilisé. C'est-à-dire, on a une localisation qui est idéale parce qu'on est à quelques kilomètres des 3 frontières luxembourgeoises et allemandes. On a un ancrage territorial historique, on est un symbole du territoire de la production d'énergie. On est une centrale en transition qui a la volonté de se transformer vers un DP. On a un savoir-faire d'énergéticien. On a évidemment du foncier disponible classé Céveso, et le foncier industriel aujourd'hui, malgré les nombreuses friches, le foncier industriel valorisé, il se fait rare. Principal point technique, c'est les points de connexion réseau et la ligne connexion haute tension au réseau RTE. Aujourd'hui, on injecte 600 MW d'électricité sur le réseau électrique. On a de l'eau déminéralisée. Et enfin, et là, ça c'est la photo que vous voyez sur la gauche, on a une connexion gazière existante au futur réseau de GRT Gaz qui s'appelle Mosaïque. Et là, vous voyez sur la photo le futur point de départ du réseau Mosaïque. Ok, je vais reprendre le relais pour rentrer plus dans le vif du sujet. Donc, le projet Gazelle Énergie H2V qu'on appelle Warn Naborien, c'est donc la construction de 4 unités de production de 100 MW chacune, ce qui représentera à terme 56 000 tonnes d'hydrogène annuel. Vous avez le calendrier prévisionnel, donc on estime que la première tranche serait en service en 2026. Et tout ça, ça représente un investissement entre 400 et 450 millions d'euros pour un nombre d'emplois estimé de 120 directs et 200 emplois indirects. Et quand je dis emplois indirects, c'est des emplois dont on peut démontrer qu'ils sont en lien direct avec l'activité, c'est-à-dire c'est des opérations de gardiennage, de nettoyage, d'entretien des espaces verts, de petit entretien d'équipement. Enfin, c'est des contrats qui seront réalisés par le groupement Gazelle H2V. C'est pas des ratios arbitraires comme on peut voir dans d'autres projets. Ce projet-là, il a une importance capitale parce qu'on vise la production massive. Donc ça, c'est bien de produire massivement, mais toujours se pose la question de dire on produit massivement, mais qui va consommer massivement? Donc la réponse à cette question est, dans le cas présent, est évidente. C'est nous discutons et nous avons créé un groupement d'intérêt économique où participe Zarchtal. Donc le gros consommateur d'hydrogène sera Zarchtal, mais pas que. Puisqu'il est prévu aussi d'alimenter un certain nombre de stations-service. Là, sur la représentation que vous avez sous les yeux, on voit que les stations-service principalement allemandes, et puis celle du côté de Saint-Avold qui est en lien avec, je suppose, le projet Emily, puisqu'il va bien falloir démarrer tôt. Et quand on parle de production massive et de consommation massive, il est bien entendu relativement peu imaginable de transporter 56 000 tonnes d'hydrogène de Saint-Avold jusqu'à Dillingen par camion. Donc, on a nécessairement besoin d'un transport par pipe. Et là, l'autorisation nous est donnée, puisque de son côté, GRT plus Creos, qui est son équivalent allemand, plus Enchevo, qui est la maison mère luxembourgeoise de Creos, avait initialement déjà lancé ce projet Mosaïque, très connu en Lorraine,
qui consiste à convertir une canalisation de gaz naturel existante, à 100% d'hydrogène. Donc basculer carrément du gaz naturel à l'hydrogène sur un tronçon d'à peu près 70 km qui relierait Pearl et Saarbrücken, et Völklingen. Et ce qui est en pointillé, c'est le pipe qui restera à construire entre ce réseau et l'usine de Saarstahl. Donc le groupement d'intérêt économique, on l'a appelé la Grande Région Hydrogène, et l'engagement de, de tous les participants, dans lequel vous avez des Français, mais aussi des Allemands et des Luxembourgeois. Donc c'est vraiment un projet transfrontalier, c'est de vraiment propulser ce projet sur les devants de la scène, et en particulier de faire valoir l'intérêt de ce projet dans les futurs appels à projets européens type IPSAI, projet d'intérêt commun européen, pour obtenir les subventions qui permettent de démarrer. Pour ceux qui connaîtraient un petit peu moins Mosaïque, c'est important, je me suis permis de rajouter dans la présentation la vision des opérateurs gaziers, GRT et autres européens. Ce projet Mosaïque, c'est 70 km de réseau gaz qui seront convertis à l'hydrogène. C'est en fait un tout premier embryon de ce que pourrait être le réseau énergétique du futur, puisque vous avez vu sur la carte de gauche, l'ensemble des GRT européens, les 13 GRT européens, envisagent à horizon 2040 de convertir pas moins de 40 000 km de tuyauterie gaz existantes, tout simplement à des tuyauteries 100% hydrogène. Puisque les projets H2V ne seront pas les seuls projets de production massive, il y en aura d'autres en France, il y en aura d'autres en Europe. Il y aura des grosses consommations un peu partout. Et l'idée vraiment, c'est de reproduire ce réseau gaz. Simplement, ce sera un réseau hydrogène. La partie droite, c'est une vision GRT, donc plutôt française. Et on voit effectivement que le projet Mosaïque aura des ramifications vers l'Allemagne, aura des ramifications vers le Luxembourg, ce qui relie Nancy à Maubeuge, mais sera également interconnecté avec les gros pipes hydrogène qui relieront Dunkerque à Fos. Donc c'est vraiment un premier embryon de ce que pourrait être l'économie de demain, et en tout cas le transport de gaz demain, lorsque le gaz naturel sera interdit, en fait, puisqu'en 2050, être carbone neutral, ça veut dire plus de carburant fossile. Donc on est vraiment à un bon nœud de futures interconnexions avec l'Allemagne, le Luxembourg, le sud de la France, le nord de la France, et ça sera un réseau hydrogène. Les autres atouts sur la région, puisqu'on a parlé beaucoup enfin j'ai parlé beaucoup de l'acierie, mais l'acierie ne prendra que 70 à 80% de l'hydrogène, et nous ciblons également la mobilité. Il se trouve qu'effectivement, autour de Saint-Avold, on a l'une des deux seules intersections des fameux corridors européens, qui sont les voies privilégiées par l'Europe. C'est les voies où il y a beaucoup de trafic. Il y a deux nœuds. C'est effectivement un nœud entre Thionville et Metz. Et puis, vous avez un nœud autour de Paris. Et moi, j'ai l'habitude de dire Paris, c'est pas franchement un nœud, c'est plutôt un gros bouchon. Donc, il y a deux nœuds d'intersection de corridors en France, et la région autour de Saint-Avold est vraiment au cœur de deux autoroutes. On a également sur la Moselle, ça la plupart des gens ne font pas attention, ne le savent pas, mais on a un trafic conséquent de péniches, parce que le trafic sur la Moselle est supérieur au trafic fluvial sur le Rhône, et ça représente 3/4 du trafic sur la Seine, donc ce qui en termes de bateaux n'est pas négligeable. Et bien entendu, quand on dit bateau et qu'on parle de mobilité lourde, c'est une cible qu'on cherchera à alimenter. Et puis le troisième, je l'ai déjà évoqué, c'est vraiment un atout d'avoir ce projet Mosaïque qui fait le lien entre la production massive et la consommation massive, et qui en plus est transfrontalier. Je parlais de mobilité lourde, et j'ai parlé tout à l'heure de notre société sœur, donc dans les stations que vous n'avez pas encore sur Mosaïque, mais notre société sœur Distri
développe aujourd'hui, comme je l'ai indiqué, 200 stations sur la France. Mais rien que sur la région, nous avons 4 stations prévues sur la Moselle. Si je regarde le Grand Est, nous avons une vingtaine de stations sur le Grand Est, dont une partie, enfin toute la partie nord-ouest pourra et sera alimentée depuis cette usine de Saint-Avold. La partie sud-est pourra être plutôt alimentée depuis Fessenheim. Mais on a ces stations-là en cours de développement et d'implantation. Et ce qui est important de regarder, quand on regarde les chiffres, hein, d'un côté, quand on évoque 400 mégawatts, 56 000 tonnes, ça peut sembler pharaonique par rapport aux consommations de la mobilité aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, il y a quasiment 0 camion à hydrogène. Mais en fait, quand on se positionne à horizon 2030-2035, il faut savoir que dans le Grand Est, il y a aujourd'hui une flotte de 27 000 camions immatriculés français. Vous savez comme moi que les immatriculations françaises représentent à peine 60% du trafic. Donc en fait, les chiffres de camions sont bien plus importants que ça. Et 4,2% de cette flotte représente déjà la production d'une usine de 100 mégawatts. Or, tous les spécialistes, les accords de filière, les constructeurs automobiles, tout le monde s'accorde à dire en 2030, 2035, il n'est pas utopique de penser que l'hydrogène aura une part de marché entre 10 et 15% du transport lourd. Et il faut 4,2% pour atteindre 100 mégawatts. Donc ça repositionne un petit peu les projets dans le contexte plutôt futur. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pharaonique par rapport aux besoins. Ça représente une petite partie des besoins du futur. Voilà rapidement. Donc sinon, j'ai dans les annexes une vue d'ensemble de ce que ça sera. L'idée d'H2V, c'est nous avons passé les 4 dernières années à faire tout le développement, tout l'engineering, donc le choix des équipements, du process, le type d'implantation. Nous l'avons fait une fois et l'idée, c'est pour Dunkerque et Le Havre, et l'idée, c'est de dupliquer ce que nous avons fait à Dunkerque. Et vous avez là une vue 3D de ce que sera l'usine de Dunkerque et donc la future usine, enfin les 4 unités de production, vous aurez 4 fois ça à Saint-Avold. Ça a l'air assez futuriste. Je vous assure que ce n'est pas qu'un caprice d'architecte. Les pentes des toitures, les ouvertures, le nombre d'ouvertures, la position des ouvertures, tout ça a été calculé pour tenir compte du fait qu'on manipulait de l'hydrogène. Vous avez un plan d'implantation typique pour 2 unités. Là, je ne vous le cache pas, c'est exactement le plan de Dunkerque. Donc, ce qui est marqué position 1, c'est ce qu'on appelle l'unité de production. C'est là où on va produire l'hydrogène. Dans ces unités-là, il y aura très peu de monde puisque le personnel sera dans ce qui est marqué 2, c'est-à-dire l'unité de contrôle. Pour des questions strictement liées à la sécurité, nous avons tout le process est suivi par informatique, par des automates, et le personnel de contrôle sera dans un local distant. Alors quand je dis distant, il sera quand même sur le même site, hein, mais on a respecté une distance de sécurité entre les unités de production et l'emplacement du personnel. Et avec un projet de cette ampleur-là, vous avez systématiquement la nécessité de construire un poste électrique, puisqu'il y aura la partie RTE qui devra aménager son réseau. C'est ce que Romain a expliqué. On a la chance que sur le site de la centrale Émile Huchet, il y a déjà une infrastructure existante. On a quelques petites discussions avec RTE pour la réutiliser, mais c'est une volonté forte de Gazelle Énergie et d'H2V de réutiliser des installations existantes. On est quand même dans un monde où on parle de plus en plus de réutiliser et de ne pas faire de gaspillage. Ça serait quand même une aberration d'être obligé de construire du neuf quand on a une installation qui historiquement a pu délivrer 600 mégawatts sans problème. Mais on sera quand même obligé de construire un second poste de distribution sur les différentes unités. Et pour finir, juste pour résumer, pour 2 tranches de 100 mégawatts, donc Saint-Avold, il faut multiplier tout ça par 2, on produira donc 56 000 tonnes d'hydrogène par an.
On a un produit fatal que malheureusement aujourd'hui on a beaucoup de mal à valoriser, mais on essaye projet par projet, et ça sera le cas aussi à Saint-Avold, de voir comment on peut essayer de valoriser les quasiment 440 000 tonnes d'oxygène que nous allons dégager en même temps. Nous allons essayer de valoriser, bien sûr, autant que faire se peut, la chaleur qui est perdue. Et dans les intrants, nous avons besoin de deux seules choses. Un, c'est de l'eau, beaucoup d'eau. Mais là, on est sur le site d'une centrale, donc on sait que la ressource en eau était disponible, donc elle le sera. Et l'électricité, encore une fois, c'est une ancienne centrale, donc l'infrastructure électrique est déjà existante, les câbles sont déjà existants, et ça permet à la fois de réduire les capex, et ça permet surtout d'accélérer le projet. Si on devait retirer des lignes électriques depuis un poste RTE distant, outre la complexité technique et la complexité liée à l'acceptabilité du public, ça rallongerait d'un certain nombre, potentiellement d'un certain nombre d'années le projet. Donc là, on a la chance d'avoir tous les atouts sur place. Voilà ce que je peux dire. Je ne sais pas, Romain, si tu veux rajouter quelque chose. Sinon, on est tout à fait prêt à répondre aux questions que vous auriez. Non, c'est clair, merci. Merci en tout cas de cette présentation. J'avais peut-être simplement une première question, c'est quel est le calendrier de construction de cette usine importante et donc quand est-ce que vous envisagez cette mise en production? Donc, je reviens au slide numéro 8. Nous avons donc initié le projet en 2021. On va passer un certain temps à compléter le dossier d'autorisation, de telle sorte que notre estimation, c'est qu'en 2026, on aura la première production d'hydrogène. C'est-à-dire que la première pierre pourrait être posée quelque part début 2024. Il faut à peu près 1 an pour construire le bâtiment. Et une fois que le bâtiment est construit, il faut à peu près 1 an pour installer et mettre en route les équipements. Donc, on se laisse jusqu'à 2024 pour obtenir et le permis de construire et l'autorisation environnementale. Et ensuite, 2 ans pour construire. Et ensuite, c'est une tranche de 100 MW par an dans les années suivantes. Très bien, merci en tout cas de cette présentation et de la clarté de cette présentation. On a une question dans le chat ici de M. Monin. Ici, pourquoi ne pas évoquer le transport ferroviaire? Je crois qu'il avait été évoqué dans les différentes possibilités avec l'aéroportuaire, notamment et le ferroviaire. Alors, on évoque le transport ferroviaire indirectement, puisque vous avez vu au départ, alors je vais le reprendre ici, voilà. Dans la grande région hydrogène, dans l'étude qu'on a faite, il y avait effectivement, alors c'était côté allemand, vous aviez Saarbrücken, qui finalement n'a pas souhaité faire participer à cette initiative. Mais j'ai bien évoqué dans la présentation que la mobilité ferroviaire fait partie de nos cibles. En tout cas, pour mutualiser. On ne construit pas d'usine H2V ou de station de distribution pour le train. Et je répondrai à ça dans un deuxième temps. Par contre, si on a une station qu'on peut mutualiser avec des usages du train, bien sûr qu'on le fera. Ce qu'il faut savoir, c'est quand vous regardez l'ensemble du réseau ferré français, et je sais qu'on parle aujourd'hui beaucoup d'hydrogène dans les trains. Pour moi, c'est plus un sujet, alors c'est très important pour la France, puisque nous avons la chance d'avoir un champion comme Alstom, qui est quasiment le seul aujourd'hui à proposer des trains hydrogène. Donc je comprends qu'il y a un certain engouement pour les trains. Maintenant, il faut quand même savoir que si je prends l'ensemble de la consommation de carburant en 2020 pour le transport ferroviaire, sur l'ensemble du département français et sur une année, ça ne représenterait que 3 usines H2V. Donc, il faut le rendre à César ce qui appartient à César. Le train hydrogène, c'est très important pour la France parce que nous fabriquons les trains et que nous sommes aujourd'hui les seuls et qu'on veut conserver cette avance. C'est très important pour les régions qui font beaucoup de publicité sur les trains hydrogène. Maintenant, il faut arrêter de faire croire au grand public que c'est la consommation d'hydrogène des trains qui va faire décoller l'hydrogène. L'ensemble du territoire français ne consommera que 50 000 tonnes. Ce n'est pas négligeable, mais c'est sur l'ensemble du territoire. Donc, on ne peut pas imaginer de construire des usines pour chaque gare. Il y aura des stations, on alimentera des stations, on mutualisera des stations, mais ce n'est pas ça qui va faire décoller l'hydrogène.
Merci de cette précision. On a une question de Madame Apostolo des Terres Touloises et je passerai la parole à Monsieur Le Goïc juste après. Promis. Oui, merci. Merci, Monsieur Léonard, pour vos présentations. J'avais quelques questions, mais vraiment très courtes. La première, c'est que vous parliez des besoins d'électricité pour alimenter la production d'hydrogène. Vous évoquiez donc l'hydrogène vert à partir d'une électricité renouvelable. Ma question, c'était quelle était la distance des certificats qui étaient éventuellement rachetés? Est-ce que ça passe par des certificats d'ailleurs qui sont rachetés à droite et à gauche? La seconde question, c'était concernant l'éloignement des stations de distribution par rapport aux points de production. On est très intéressés, nous, pour savoir quel est l'éloignement maximum qu'il ne faut pas dépasser pour ne pas faire n'importe quoi quand on alimente des stations de distribution à partir d'un point de production. Puis la dernière, mais qui est un joker, hein, parce que je ne sais pas si c'est une question à laquelle vous pouvez ou souhaitez répondre, c'est par rapport au prix de l'hydrogène, le prix de sortie de la production monumentale là, qui est proposée là, à partir de 2026. Est-ce que vous avez déjà des idées de prix pour les consommateurs? Ok, Merci. je vais prendre les questions dans l'ordre. Donc, au niveau approvisionnement électrique, notre business model, c'est bien entendu, nous serons connectés au réseau électrique, puisque l'usine va fonctionner minimum 7500, voire 8000 heures dans l'année. Donc, on n'est pas du tout sur les modèles qui existaient il y a quelques années où on préconisait d'utiliser les excédents d'énergie renouvelable, ce qui se traduit en général, en tout cas en France, ça se traduirait l'an dernier par 40 heures de fonctionnement dans l'année. Donc là, inutile de vous dire qu'un investissement de 450 millions pour tourner 40 heures dans l'année, c'est pas gagné. Donc on va être connecté au réseau, mais nous allons acheter notre énergie renouvelable avec des certificats d'origine qu'on paiera sur le marché EPEX européen. C'est aujourd'hui, dans l'ordonnance du 17 février 2021, ce schéma-là permet de qualifier notre hydrogène de renouvelable, l'ordonnance du gouvernement. Je sais qu'il y a encore des discussions en cours en Europe où ils ont une vision un peu différente, mais aujourd'hui, c'est ça le modèle. Donc, ce sera de l'énergie renouvelable achetée sur les marchés européens avec certificat d'origine. À la question numéro 2, la distance d'éloignement, nous avons nous-mêmes fixé comme règle que les stations distri qui seraient alimentées par nos différentes usines devront se situer dans un périmètre d'à peu près 300 km. La raison pour laquelle on fait ça, c'est lié à l'expertise qu'on a avec les transports Malherbe, puisque leur business model, c'est de toute façon contraint par le code du travail. Un chauffeur ne peut pas travailler plus de 10 heures par jour. S'il fait 70 km/h en moyenne, il aura du mal à faire plus de 600 km. Et l'idée, c'est vraiment, un chauffeur fait l'aller-retour. Donc, 2 fois 300. Donc, on a fixé, on a maillé le territoire français. Si je vous mets toutes les usines H2V, vous verrez que vous avez des points. Et quand je mets des cercles de 300 km autour de ces usines, on a à peu près bien couvert le territoire français. Ça rejoint un petit peu d'autres études qui ont été publiées par d'autres fabricants d'équipements qui en arrivent à la même conclusion. Au-delà de 300 km, ça va devenir plus cher. Après, ça dépend effectivement des négociations que vous avez avec les transporteurs et de leur propre business model. Encore une fois, on a la chance d'avoir un transporteur dans notre giron, donc peut-être qu'on a des prix préférentiels, mais en tout cas, jusqu'à 300 km, ça vaut la peine. La troisième question au niveau prix, ça, il y a pas de souci, on l'a affiché dans les stations distri, dans la brochure. Nous affichons aujourd'hui une cible à 7 € du kilo pour l'hydrogène livré à la pompe. L'hydrogène, alors bien sûr, ça dépend quand même un peu du prix de l'énergie, hein, puisque ça, c'était basé sur une énergie à 42 € du mégawattheure, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui, mais ça ne sera pas non plus le cas tout le temps. Et dans les mêmes conditions, c'est-à-dire si on prend une énergie à 40 € du mégawattheure, l'hydrogène, le coût de production de l'hydrogène vert serait aux alentours de 3,50 €. Même à ces tailles de projet, on sera toujours, ça sera toujours 2 fois le prix de l'hydrogène gris. D'où la nécessité de présenter nos dossiers pour avoir les fameuses compensations de la différence. On entend bien. Merci en tout cas de ces précisions.
Je vous propose, il y aurait peut-être d'autres questions en fin de webinaire, mais je vous propose de passer la parole à Monsieur Didier Le Goïc du groupe Hafner pour présenter aussi la solution Hafner, et puis on reviendra peut-être ensuite sur les questions. Merci en tout cas de ces présentations et de la clarté de vos réponses. Alors, bonjour à tous et à toutes. Je représente ici Christian Bastien, notre directeur marketing et commercial, qui lui a été pris, qui s'occupe notamment de la région Grand Est et qui lui a été pris sur Paris à une réunion avec des investisseurs. Donc voilà, il n'a pas pu se libérer, donc je le remplace. Je vais vous présenter, moi, Hafner Energy et la technologie Inoka. Alors, qui est Hafner Energy? Hafner Energy est une société qui est issue d'un cabinet d'ingénierie, Soten. Les frères Hafner ont racheté à leur père son cabinet et ont réorienté l'activité vers des centrales de cogénération biomasse, mais vraiment tout type de biomasse, puisqu'on a produit comment je veux dire, de la chaleur et de l'électricité avec de la fanne de tomate, des grignons d'olive, de la taille d'olivier et également des résidus forestiers. Là, sur une production de 43 mégawatts thermiques et 13 mégawatts électriques. Vous voyez que ce sont des biomasses avec des taux de cendre et des taux d'humidité différents. Et donc, Hafner Energy sait gérer les différentes biomasses pour pouvoir produire de la chaleur et de l'électricité. Elle a utilisé cette expérience pour développer à partir de 2010 une nouvelle technologie qui s'appelle Inoka, hydrogène no carbone. Et une fois qu'elle a avancé sur le projet, il a été créé la société Hafner Energy en 2015 avec des partenaires qui sont rentrés au capital, puisqu'on a BPI France et la Caisse des dépôts et consignation qui est rentrée au capital. On a donc déposé 10 familles de brevets, soit une centaine de brevets internationaux, et on a également, comment je veux dire, en 2019, mis en service un pilote pré-industriel qui nous a permis de tester la technologie Inoka. On avait fait une augmentation de capital, du moins il y en a eu plusieurs, pour d'une part créer le pilote pré-industriel et ensuite pour lancer le projet industriel de Strasbourg, puisqu'on a vendu à la SEM de Strasbourg, RGDS, qui s'appelle Réseau de gaz de Strasbourg, une unité de production de 720 kg d'hydrogène par jour. Alors, c'est une unité modulaire. On a installé la première tranche au mois de juin dernier. Alors, l'expertise d'Hafner Energy, c'est une expertise en maîtrise d'œuvre de projet biomasse énergie. On a installé aujourd'hui plus de 600 MW de puissance en cogénération et on a plus de 10 ans de R&D dans le développement de Inoka. Nous, notre production d'hydrogène se fait à partir de biomasse avec un bilan carbone qui est neutre à négatif et on arrive à avoir un prix de l'hydrogène jusqu'à moins 60% du prix actuel. On est présent bien sûr dans l'économie circulaire puisqu'on va pouvoir par exemple valoriser les déchets des collectivités. Je pense à la fraction ligneuse des déchets verts des collectivités ou les déchets de bois des collectivités qui sont reclassés en bois de classe A. Donc ça peut être valorisé en hydrogène. Donc on passe d'une matière qui coûte à la collecte à une collectivité en une matière qui va apporter des revenus et en même temps décarboner les transports de la collectivité. Alors Inoka, comment ça fonctionne? Vous m'entendez là tous? Allô? Oui, on vous entend parfaitement, il n'y a pas de problème. D'accord, ok.
Oui, alors Inoka, comment ça fonctionne? Donc, nous, notre technologie, c'est de la thermolyse. Ça veut dire qu'on peut prendre, c'est un procédé thermochimique qui peut prendre de la biomasse humide jusqu'à 35% d'humidité. Donc, le principe, on chauffe de la biomasse à haute température, sans oxygène, entre 500 et 600 degrés. On obtient deux types de produits. Du biochar, hein, qui est un produit, c'est du carbone, qui a, s'il a les surfaces spécifiques qui va bien et permet de conserver l'eau auprès des plantes et les nutriments, mais c'est aussi un puits de carbone, puisque pour 1 kg de H2 produit, on va séquestrer jusqu'à 11 kg de CO2. Donc ça, c'est le premier produit. Le deuxième produit, ce sont des vapeurs de thermolyse. Ces vapeurs de thermolyse, on va les craquer pour enlever et garder les molécules qui nous intéressent. On fait un craquage à plus de 1000 degrés, ce qu'on appelle le steel biomass reforming. Et ensuite, on fait ce qu'on appelle une réaction de gaz à l'eau pour augmenter dans le syngaz la quantité d'hydrogène. Ce qui fait que selon les types de matières qu'on va avoir, on va avoir dans le syngaz entre 50 et 72% de H2. C'est pour ça que ce syngaz, on l'a appelé hypergaz, un gaz qui peut tout à fait remplacer le méthane fossile. On a d'ailleurs des projets en France où on a à la fois la production de H2 et également la production d'hypergaz pour remplacer le méthane fossile pour produire de l'eau chaude, de la chaleur ou de la vapeur. Donc ça concerne aussi bien les industriels que les collectivités qui ont des piscines et autres. Ensuite, après l'hypergaz, on le purifie. Alors là, on utilise des technologies existantes sur le marché et on atteint un taux de pureté à 99,99% pur pour la qualité mobilité, et on peut répondre également aux besoins industriels. Le rendement énergétique global en production d'hydrogène est de 70%. Et si je ne valorise pas le biochar en agronomie, à ce moment-là, et que je le valise en chaleur, j'ai un rendement de plus de 80%. Alors, la biomasse, elle est multiple, hein, c'est de la matière renouvelable, 100% renouvelable, d'origine végétale. On en trouve partout, hein, il y en a plus de... Aujourd'hui, on n'utilise qu'une très faible partie. 80% aujourd'hui de la biomasse sur Terre n'est pas utilisée, et c'est une source d'énergie qui est répandue sur toute la planète et à bas coût, sachant qu'on peut aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, valoriser les résidus et les déchets. Alors voici le type de biomasse qu'on peut valoriser. Vous avez les plaquettes de bois, la sciure, des copeaux de bois, écorces, branches, bois d'élagage. Dans les tailles de vigne, je pense aux sarments de vigne et aux cèpes de vigne, ainsi qu'aux rafes de raisin. Vous avez la nadelin, les résidus de chanvre, le miscanthus, les pailles. Pour les collectivités, la fraction ligneuse des déchets verts, les déchets de bois reclassés en bois de classat. Et on a également, on n'a pas testé, mais on pense que les fumiers d'animaux pourraient éventuellement être utilisés également. Alors, nous, notre technologie, elle est prévue pour les territoires, principalement. L'objectif est d'utiliser dans un rayon de 50 km la biomasse pour produire sur place pour un usage local, voilà, principalement, et pour un emploi local, principalement aussi. La biomasse, elles sont disponibles toute l'année, hein, et en abondance. Aujourd'hui, la biomasse sur le marché est 4 fois moins chère que l'électricité. On en trouve partout. Quand je dis électricité, je prends l'électricité à 80 € du kilowatt, et voilà, je ne parle pas de l'électricité au prix libre. Hein. Alors ça, c'est le projet de Strasbourg. On va utiliser 7500 tonnes de biomasse pour produire 250 tonnes d'hydrogène lorsqu'on sera au nominal.
On peut produire aussi du syngas qui peut être utilisé parce que RGDS à Strasbourg a des réseaux de chaleur. Hein, voilà, et donc on peut remplacer le méthane fossile par ce syngas pour produire de la chaleur. Parallèlement, on va produire 1500 tonnes de biochar qui va être valorisé en agronomie et on aura un puits de carbone et des crédits carbone qui vont être ouverts grâce à ce biochar. Alors, on a fait vérifier il y a peu par l'association EVA l'analyse du cycle carbone pour Inoka. Et il a été démontré qu'avec notre technologie, pour 1 kg d'hydrogène produit, c'est 11 kg de CO2 qui est retiré de l'atmosphère. Et ça, grâce au biochar. Vous voyez ici le pilote qu'on a réalisé en avril 2019. Hein. C'est un équipement qui produit un équivalent de 10 kg d'hydrogène par jour. C'est un équipement qui nous sert à faire des tests matières, de différents types de matières, afin de vérifier que le produit, la biomasse en question, a le pouvoir de produire de l'hydrogène. Le projet Erinoka à Strasbourg, alors vous voyez que c'est bien une SEM qui détient ce projet, puisque l'actionnaire principal est la ville de Strasbourg à 50,1%, la Caisse des dépôts et consignations à 25% et ENGIE à 24,9%. Ils ont créé une société qui s'appelle RENR et avec Avner Énergie, on a créé le projet Erinoka. Alors vous voyez l'avancée du projet. Hein. Depuis juin 2021, on produit un syngas riche en H2. Hein. On a sur la première tranche un équivalent de 260 kg d'hydrogène par jour de produits. Et on va installer la deuxième tranche courant de 2022. Voilà. Ils ont passé commande de la station de compression-distribution auprès de McPhy au mois de septembre dernier et ça doit être installé au mois de septembre l'année prochaine. Et là, actuellement, jusqu'à la mi-janvier, on va faire des tests de performance sur l'unité de production. Alors, l'objectif est multiple. Hein, donc, on va produire de l'hydrogène pour alimenter soit des baies d'ordures, soit des bus, soit le TER. Alors, voilà l'unité de production. Alors là, vous avez un module équivalent à 360 kg d'hydrogène purifié par jour. 360 kg, c'est la capacité maximum. Aujourd'hui, on est à Strasbourg sur la production à partir de plaquettes forestières à 260 kg d'hydrogène par jour. Alors, ça a été installé rapidement, hein, puisque, vous voyez, on a commencé l'installation en février 2021 et on a mis en service en juin. C'était du fait que la technologie est modulaire et containerisée. C'est une installation plug and play qui permet d'avoir une installation rapide et une mise en service rapide des équipements. Alors, ça sera le nouveau modèle. Vous voyez que le modèle va être plus sur la verticale que sur l'horizontale. Ça, c'était à la demande des collectivités qui trouvent que le terrain a un coût élevé. Donc, si on peut gagner des surfaces en faisant non pas sur l'horizontale, mais sur la verticale, installant notre technologie sur la verticale, ça permet de faire des économies aussi dans l'achat des terrains. Vous avez ici un projet, un exemple d'implantation type hein, d'une centrale de 1000 kg de H2 par jour. Vous voyez qu'on a une zone de stockage prévue de 600 m² pour une autonomie de 72 heures. On a pour le process Inoka à peu près besoin de 1000 m² et pour la station de compression, stockage et distribution à peu près de 1200 m².
Alors aujourd'hui, c'est une solution qui est pertinente, notamment dans les régions comme en Lorraine, hein, en soutien de la filière agroforestière locale. On produit toute l'année, c'est une unité qui fonctionne 8000 à 8200 heures sur l'année, donc on fonctionne en continu, hein, sans interruption. On a des coûts de production qui sont décolorés des prix de l'électricité et des aléas climatiques. Lorsqu'il y a aujourd'hui des prix de l'électricité qui s'envolent sur le marché libre à 171 € du mégawatt, bah, nous, étant donné qu'on fait des contrats de biomasse sur du long terme en fourniture, on garantit un prix stable de production d'hydrogène à la collectivité ou à l'industriel, ou aux deux. Un rendement énergétique qui est aujourd'hui un peu supérieur à l'électrolyse, avec un bilan carbone qui est négatif grâce au biochar. Hein, on l'a vu tout à l'heure qu'avec 1 kg d'hydrogène, on séquestrait 11 kg de CO2. Et là, ça devient intéressant, notamment pour les transporteurs. Les transporteurs calculent l'émission de CO2 au kilomètre. Comment je veux dire, 1 km avec du diesel, ça génère 1,2 kg de CO2. Avec notre technologie, non seulement on va, en prenant un camion à hydrogène, éliminer cette production de CO2, mais on va aussi compenser l'émission d'un véhicule qui roule au diesel, puisque un véhicule qui va rouler avec l'hydrogène produit à partir d'Inoka va avoir un carbone négatif de moins 0,15 kg au kilomètre, 5 kg de CO2 au kilomètre parcouru. Voilà. On a aussi, donc on produit aussi bien sur place pour la mobilité que pour l'industrie. Il faut savoir qu'à Strasbourg, l'unité de production est en pleine zone urbaine de Strasbourg. Et on crée de l'emploi local, non délocalisable, à la fois dans le cadre de l'économie circulaire et de la valorisation des déchets, mais aussi pour la production d'hydrogène, sa distribution, puisqu'on peut également aller distribuer à partir de camions truck trailers de l'hydrogène à des stations déportées. Voilà, donc votre contact sur la région Grand Est, c'est bien sûr Christian Bestien, qui est le directeur business développement, directeur commercial et marketing. Merci beaucoup, monsieur Le Goïc, de cette présentation aussi, avec un autre procédé de production d'hydrogène qui est aussi très, très intéressant. On a une question dans le chat. De quoi vous basez quand vous parlez de 60% de réduction par rapport au prix actuel de production de l'hydrogène? Alors, quelle base, quel référentiel? On part d'entreprises qui produisent en local des quantités par électrolyse en équivalence à la nôtre, c'est-à-dire que les électrolyseurs aujourd'hui qui veulent produire 720 kg d'hydrogène sont aujourd'hui, alors quand ils sont à 9-10 €, ils sont avec un prix subventionné. Nous, on est sur Strasbourg, on va être pour 720 kg d'hydrogène, on va être à 9 € du kilo, sans subvention sur la production d'hydrogène. Quand ils sont quand ils annoncent un prix de ce prix-là de 9-10 €, c'est qu'ils sont subventionnés. Sans subvention, ils sont entre 12 et 15 €. Hein, par contre, si on produit plus d'hydrogène, si on passe à 1000-1500 kilos d'hydrogène par jour, à ce moment-là, on descend à 6-7 € du kilo à la pompe également. En produisant sur place et en compressant directement et en distribuant à la pompe, on va être à ce prix de 6-7 € à la pompe. D'accord, très bien. Alors, on a une deuxième question de Gaëtan Place qui doit nous contacter de Bruxelles, puisqu'il est donc le directeur de la maison Europe Grand Est à Bruxelles. Merci Gaëtan. Donc, une question sur le chat aussi. Vous parlez de l'injection dans le réseau de gaz de Strasbourg, ce qui fait souvent débat au regard des capacités des réseaux à accepter de l'hydrogène. Sur quel niveau d'injection partez-vous?
Alors, c'est vrai qu'on parle plutôt d'injection. Nous, quand on parle d'injection, faut-il encore que le réseau veuille bien accepter. On pense plutôt actuellement pour Strasbourg, dans le cas actuel, c'est l'injection de chaleur dans le réseau de chaleur du réseau de gaz de Strasbourg. C'est l'hypergaz à ce moment-là, puisque si le client n'utilise pas tout l'hydrogène produit, il a la possibilité de produire de l'hypergaz et de remplacer le méthane fossile qu'utilise actuellement RGDS pour une centaine de réseaux de chaleur qu'ils ont sur Strasbourg par l'hypergaz pour produire la chaleur nécessaire à son réseau et ainsi verdir le réseau de chaleur. D'accord, très bien. Merci de cette précision. Merci de la question. Eh bien, écoutez, je pense qu'on arrive au terme de cette nouvelle séance et je vous remercie vraiment pour cette intervention, pour la clarté de vos présentations, pour l'ambition de ces projets. Merci en particulier à messieurs Léonard Le Goïc et Déhay pour ces présentations. Nous vous donnons rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouveau sujet qui pourra aussi intéresser pour nombre d'entre vous, puisqu'on on traitera donc de la question de l'hydrogène appliqué au fluvial. Alors, tant le fluvial fret, tel qu'il a été évoqué par M. Léonard tout à l'heure, effectivement, ça nous intéresse particulièrement dans le Grand Est, avec les réseaux fluviaux, à la fois fraissinet, mais aussi grand gabarit sur la Moselle et sur le Rhin, et aussi le fluvial transporteur de voyageurs, avec un exemple qui sera l'exemple d'une navette fluviale transporteur de voyageurs sur le bassin de Nantes.